Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte, une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national, toujours avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Oui, je sais. J'ai opté pour le perfecto aujourd'hui. Ce n'est pas une émission sur le rock. Je vous rassure, quoi qu'on adore le rock, c'est pas grave. Le sommaire de cette émission, le voici, le voilà. Comment stopper le racisme? Question récurrente et centrale en cette semaine, forcément, axée sur l'éducation et les actions contre le racisme et l'antisémitisme, établissements scolaires, universités et autres institutions culturelles et sportives se mobilisent donc jusqu'à ce dimanche pour faire reculer la haine et surtout l'intolérance. Quand évoquer, aborder, parler de cette question du racisme à ses enfants, à partir de quel âge et surtout comment, pourquoi est-ce si important pour la construction de vos enfants? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Et puis il y aura la loupe, bien sûr, la loupe avec Alix, et on parle d'une compagnie de théâtre qui propose des spectacles éducatifs pour sensibiliser les jeunes aux discriminations. On commence, on y va. L'expression orale aujourd'hui avec Julie Mauve. Bonjour Julie. Bonjour. Responsable du pôle éducation populaire de SOS Racisme, et Désiré Calombo. Très joli Désiré, j'aime bien, je valide. Chargé de... C'est comment me mettre tout de suite mal à l'aise. Chargé à l'éducation populaire de SOS Racisme. Vous militez, vous êtes mobilisé au sein de l'association depuis combien de temps? Julie, pour commencer. Moi, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et toi, Désiré? Et pour moi, 2019. Depuis 2019. Vous avez chacun des spécialités au sein de l'association? Toi, Julie? Ouais, alors, nous, on travaille ensemble, en fait. On est un binôme. Donc, on est tous les deux salariés du pôle éducation de SOS Racisme. Et on va gérer tous les militants, militantes bénévoles de l'association au niveau national. D'accord. On sait combien de bénévoles ça représente? J'ai l'impression que ça fait un paquet de gens. Ouais, c'est compliqué à définir, mais c'est plusieurs centaines de personnes, mais ça va, ça vient. C'est pas mal d'étudiants, nous, dans notre secteur. Donc, c'est assez fluctuant. Et vous avez des rassemblements? Ouais. Oui. Faire des points d'étape, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Oui. c'est pas bien choisi, Désiré. Ouais. Oui, dans l'ensemble, au niveau de l'association, on a des temps de regroupement avec les différents militants qu'on appelle en fait les conseils nationaux. D'accord. Dans ces moments-là, on se rencontre avec les différents militants d'un peu partout en France. Et sinon aussi, on a des petits temps Où ça en d'échange. général? Généralement, ça se fait à Paris. D'accord. Et parfois, on va nous aussi être amenés à aller voir les comités directement pour les former sur les différents ateliers d'animation qu'on peut mettre en place. Alors, en quoi elle est importante cette semaine sur l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme? Elle est essentielle parce que c'est une semaine qui est dédiée à mettre la lumière sur la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Parce que vous, c'est votre quotidien, et une semaine va peut-être pas faire basculer les choses, mais pour vous, c'est un marqueur, c'est important? C'est quand même important, déjà parce que SOS Racisme est à l'initiative en 1987 de cette semaine-là. En 1987, SOS Racisme demande au gouvernement de mettre en place cette semaine. En 1988, on a la première édition. Donc cette année, on est sur la 36e édition. Donc c'est forcément un temps fort de l'association. Et c'est un temps fort pour nous, même si on fait ça tous les jours, toute l'année. Oui. Parce que là, c'est un moment où on va accompagner les jeunes à créer leur propre projet. On n'est pas exactement dans la même dynamique que notre quotidienneté, où on va faire des ateliers de sensibilisation, souvent demandés par des adultes. Là, c'est en fait par les jeunes, et on veut qu'ils soient acteurs de cette lutte. Pourquoi le combat contre... Ouais. J'allais justement rajouter pourquoi est-ce que non, mais de toute façon, je m'habitue. Vous êtes un binôme, j'ai senti que c'était ping-pong entre vous. Quelle alchimie. Donc, je me permettais juste de reprendre sur le fait que pourquoi c'est important que ça se fasse autour du 21 mars, parce qu'en fait, le 21 mars, c'est justement la semaine internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est une date commémorative sur le fait qu'en Afrique du Sud, il y a eu le massacre de Sharpeville, et c'était lors d'une marche pacifique pour contester en fait le système d'apartheid qu'il y avait. Pourquoi le combat contre ce fléau qu'est le racisme, l'antisémitisme, doit avant tout passer par l'école? C'est une grande question à laquelle il faudrait prendre plusieurs heures pour devoir y répondre, mais en soi, passer par l'éducation... 28 minutes. En soi, passer par l'éducation, c'est assez nécessaire parce que ça permet justement de revoir, en fait, l'éducation, c'est aussi un lieu de... L'école, c'est le lieu de sociabilisation. Et l'éducation, c'est un lieu d'apprentissage, L'éducation permet l'apprentissage. Donc, si on n'apprend pas dès le plus jeune âge, en fait, que l'autre n'est pas forcément, en gros, une personne à exclure en fonction de sa différence, on ne garantit pas, en fait, un meilleur vivre ensemble dans le reste de la société. Je vais poser la question de manière plus triviale. Est-ce que pour les adultes, c'est foutu? Faut pas me poser la question à moi. Est-ce que c'est plus compliqué, effectivement, de faire changer de mentalité ou de perspective un adulte? Et qu'effectivement, un enfant, j'imagine, plus tôt on l'éduque, plus tôt on lui fait s'ouvrir au monde.
Et puis C'est sûr. facile. En fait, nous, on dit qu'on fait de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'éducation classique. On considère que les jeunes ou les personnes qu'on a en face de nous ont des connaissances, qu'on en a et on les met en commun pour se questionner. C'est vraiment notre philosophie. Donc, ça fonctionne avec tout le monde. D'accord. Maintenant, on se concentre sur la jeunesse parce qu'on est aussi un mouvement de jeunesse et qu'on considère que le changement, il va se faire par les jeunes. Et que c'est peut-être les jeunes qui vont faire changer d'avis leurs parents, éventuellement. Des parents qui ont peut-être, pourquoi pas, des biais. Peut-être, ça va être les jeunes qui vont faire changer leur avis, leurs parents, mais c'est aussi, comme disait Julie, ce sont des jeunes en fait qui vont l'avenir de demain en fait, c'est la jeunesse. On a tendance à dire ça, donc c'est aussi dans ce sens-là que notre association en fait s'inscrit. Vous êtes sur le terrain, au quotidien. Toi depuis 3 ans, et toi depuis, tu m'as dit 2019. Depuis Enfin, 2019. Avant ça, je suis salarié maintenant au sein de l'association depuis 2023. Ça va faire 1 an. D'accord. Et avant ça, j'étais militant. Donc j'avais un travail à côté et je le D'accord. faisais bénévolement. Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que ce combat il est plus dur à mener aujourd'hui, en 2024, ou que c'est l'inverse avec cette très jeune génération qui a l'air, sur les questions de climat, sur les questions de racisme, peut-être plus à la pointe, plus, je trouve pas le mot, mais Plus bon, au fait. plus au fait effectivement de ces questions. Et nous aussi on a un binôme. Voilà, nous aussi. Ils sont plus au fait sur certaines choses. Malheureusement, ils sont très influencés par ce qui se passe autour. D'accord. Et aujourd'hui, L'actualité. l'actualité, le climat politique est extrêmement toxique, très malveillant. Et en fait, forcément, c'est des éponges. Et vous direz qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la problématique, c'est ce qui alimente le racisme et l'antisémitisme. Ouais, on voit beaucoup de choses là. Par exemple, sur la dernière loi immigration, on fait aussi de la sensibilisation sur les préjugés liés aux migrations. Ils nous ressortent des choses qu'en fait on entend dans les discours politiques. Quand en 2022, il y Ça a va être quoi, par exemple? ça va être que les personnes sont dangereuses, que en fait, il y a de l'envahissement. beaucoup, qu'il y a vraiment cette théorie du grand remplacement. D'accord. Elle est en dessous de leurs paroles, avec leurs mots. Ouais. Mais en fait, on la retrouve, c'est problématique. Quand il y a eu les élections présidentielles, il y avait beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on va devoir changer de prénom? Mais comment ça se fait? Mais oui, en fait, c'est vrai que c'est de leur faute. On voit que tout ce qui est redit, ça infuse énormément. Et nous, du coup, ce qu'on leur dit toujours, on n'est pas là pour les convaincre. On est là pour discuter, pour leur expliquer pourquoi est-ce que nous, on pense comme ça. Et on considère que ce qu'on veut développer, c'est leur esprit critique. On veut qu'ils puissent se poser des questions. On n'est pas là, parce que souvent, ils aiment bien dire « Mais vous faites de la propagande. » Donc non, on ne fait pas de la propagande. Ouais. Par contre, nous, on veut qu'ils puissent se questionner. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut échanger. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, et nous, on peut vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est important. Et ça leur permet aussi de pouvoir faire un petit jeu de ping-pong avec ce qu'ils entendent dans les médias. Parce que c'est assez dramatique malheureusement et c'est vraiment des éponges et sur TikTok il y a beaucoup de choses qui tournent et beaucoup de choses racistes, vraiment énormément de préjugés racistes qui sont repris dans des trends et qui infusent et qui ressortent aussi au collège, au lycée sous forme de blagues, mais en fait on est sur une banalisation des propos racistes. Quel genre de trend? Il y a des trends sur des préjugés racistes qui vont représenter certaines communautés comme étant plus pauvres, voleuses, moins douées, que sachant mieux danser, etc. Oui, et sous couvert d'humour, en fait, ça propage une certaine idée. Ouais. Mais ça les amène eux aussi en fait à remettre en question potentiellement leur identité et donc aussi de ils finissent par eux-mêmes s'exclure en fait parfois de l'État en fait, de la nation en fait. Donc ils finissent par s'exclure en fait du fait d'être français. Donc ils ne reconnaissent même plus leur identité parce qu'ils sont imprégnés en fait de ce qui ressort au niveau médiatique. Et le fait de venir les amener à se questionner, ça leur permet en fait de retrouver un équilibre en quelque sorte aussi. Cette semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est jusqu'à ce vendredi dans nombre d'établissements, des écoles, des instituts culturels et des autres associations sportives. Comment on prépare une telle semaine? C'est des actions différentes que les actions au quotidien? Parce qu'il faut être plus impactant sur cette semaine. Comment... Ouais, en fait, nous, on travaille de deux manières. Quotidiennement et toute l'année, et même pendant la semaine d'éducation, on propose des ateliers de sensibilisation qui vont avoir plusieurs sujets, bien sûr le racisme, l'antisémitisme, la discrimination, la lutte concrètement... Alors Désiré, attends, montre-nous, Désiré, attends. On est au niveau des yeux, attention Désiré. Ah oui, attends, tu nous as fait un truc en 3D là. Ouais. C'est un peu difficile. Éducation populaire, qu'est-ce que ça raconte? Intervention de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire. J'ai pas mes lunettes, tout va bien. On a notre offre pédagogique qui regroupe plusieurs thématiques justement et cette offre pédagogique, elle est envoyée généralement avant la rentrée aux établissements scolaires pour qu'ils puissent nous contacter. Mais aussi, mais aussi ça nous permet aussi donc de prévoir des projets sur lesquels on peut s'appuyer
pour pouvoir, en gros, répondre aux attentes des jeunes quand ils veulent mettre en place des actions durant la semaine d'éducation populaire dont parlait Julie, justement. Ouais, l'idée c'est que ça, c'est des ateliers qui sont sur de la quotidienneté, mais pendant la semaine d'éduc, nous, ce qu'on veut faire, c'est accompagner les jeunes à créer leurs projets. Par exemple, là, on était avec un lycée à Saint-Denis, on les a rencontrés 2 fois. Une fois sur 2 heures pour parler du racisme, parce que pour faire un projet sur le racisme, il faut savoir ce que c'est. Et ensuite, sur une séance de travail. Et là, ce vendredi, il y a 4 projets qui ont lieu, parce qu'on a fait des séances avec tous les délégués de seconde, et c'est un énorme bahut, donc je crois qu'ils étaient 30, un truc comme ça, délégués. Il y a beaucoup de classes. Ouais. Donc, ils vont faire 4 projets. Un projet super cool sur le long terme, où en fait, ils vont faire des BD, donc une BD de 2 pages qui sera mise dans leur carnet de correspondance pour les prochaines années, et qui parle du racisme. D'accord. Instant... Ils l'imaginent, ils l'écrivent, ils la dessinent. Oui, parce ils capitalisent sur les compétences des uns des autres. Super. Ils ont trouvé que dans le groupe, il y en a un qui dessinait bien. Ils ont dit, toi, tu as dessiné, donc on va faire ça. C'est cool. Il y en a qui veulent faire un court-métrage. Donc, ils veulent aller interviewer des personnes de l'établissement, des jeunes, etc. Il y en a qui veulent faire des affiches et il y en a qui veulent faire un stand avec des figures antiracistes. Donc, ils ont dit, nous, on n'entend pas assez parler de certaines personnes, on veut présenter aux autres, etc. Et ça, c'est le fruit de qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et on est un peu dans l'autre sens en disant, OK, on va parler de racisme, mais souvent, c'est les adultes qui viennent et qui disent, on va en parler comme ça. Là, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que, si vous étiez dans l'établissement, s'il y avait d'autres jeunes qui avaient fait ça, est-ce que ça vous aurait parlé? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Et du coup, ça demande du travail. Parce que le but, c'est de les rencontrer en amont, d'être sûr qu'ils travaillent, qu'ils avancent, etc. Il faut les suivre après. Ouais. Et on compte beaucoup sur les équipes pédagogiques qui sont géniales. Qui jouent le jeu? Quand il y a des projets, ils savent qu'ils jouent le jeu. S'ils jouent pas le jeu, en fait, ça tombe tout de suite parce que nous, on peut pas être tout le temps derrière eux. On les rencontre 2-3 fois, souvent. Mais c'est très chronophage. On a beaucoup d'établissements aussi. Bien sûr. Alix? Et justement, vous, comment est-ce que vous faites pour construire votre discours sur le racisme? Est-ce qu'il y a un recueil SOS Racisme? Comment vous faites? Quels éléments de langage? Nous, on a des formations en interne. Tout le monde est formé en interne. Donc, pour le coup, c'est nous qui sommes formateurs de tous les militants, militantes, mais on a tous les mêmes éléments de langage, on a tous les mêmes définitions. Et nous, on appelle ça des livrets de l'intervenant. En fait, on a plein de petits livrets sur plein de thématiques où il y a les explications qui sont tous sourcées avec des chercheurs. Le but d'être SOS Racisme, c'est qu'on a un réseau, donc c'est pratique. Des chercheurs sur des thématiques qui vont nous expliquer, OK, voilà, sur cette thématique, les tenants, les aboutissants, les objets historiques aussi. Et on est une grande famille militante où il y a beaucoup, beaucoup de connaissances militantes aussi. Donc il y a beaucoup de passations orales avec des anciens de 1984 qui sont encore là et qui viennent nous raconter, mais d'autres anciens un peu moins âgés parfois aussi qui nous racontent beaucoup de choses. Et donc il y a vraiment... Vous voyez des divergences, Vous voyez des divergences justement dans la lutte contre le racisme dans les années 80 et aujourd'hui? Dans les discours, est-ce qu'il y a des choses où vous ne vous retrouvez pas ou plus? On ne se retrouverait pas avec eux avant, mais ils ont continué à évoluer. Donc ça va, on se retrouve avec eux. C'est quoi les divergences, les points de divergence? Je ne trouve pas particulièrement de points de divergence à proprement parler, parce qu'on finit toujours par discuter avec eux et ils finissent par comprendre. Il va y avoir certains mots peut-être sur lesquels ils vont se dire, bon, d'un point de vue étymologique, en termes de sens, c'est là où ça va peut-être poser problème. Mais par exemple, le fait de dire racisé, nous on va l'utiliser en tant que jeunes, ça va pas poser particulièrement de problème, mais d'un point de vue étymologique, ça peut-être questionner. Mais au final, ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. Ça va être juste sur des petites points de nuance, en fait. Du vocabulaire. Du vocabulaire. D'accord. On peut commencer à parler de nos enfants de racisme à partir de quel âge? À quel âge il faut commencer à en parler? J'ai quand même le sentiment que certains parents sont un peu déboussolés. Ils se disent que oui, les enfants en parlent, ils sont peut-être mal à l'aise ou ils ont peut-être peur d'aborder ces questions qui sont ô combien importantes. C'est des notions assez compliquées. Au départ, si on veut parler réellement d'un point de vue idéologique de ce que c'est que le racisme, ça va être assez compliqué. Mais à 4-5 ans, on peut en parler? On va parler plutôt de différences. Je crois que certaines études disent que certains enfants, effectivement, un bon nombre d'enfants, ont des préjugés à l'âge de 4 ou 5 ans et que du coup, ils se dirigent assez naturellement vers tel groupe de personnes ou tel groupe d'enfants. En tout cas, nous, chez SOS Racisme, nos ateliers, en fait, on les anime à partir du collège. D'accord. Dès le collège, à partir de la 6e et au-delà. Mais il y a d'autres associations qui, elles, sont spécialisées sur le fait d'aller sur les plus petits, des primaires, même au maternel. Ça nous est déjà arrivé. Et là, pour le coup, on va plutôt employer le terme de différence. On va parler de la question de la différence et de la tolérance. Oui.
C'est là plutôt que ça va, En fait, qu'on va l'aborder. on peut leur en parler, mais la manière dont nous, on a construit notre pédagogie, on repose sur beaucoup de concepts. Et des concepts qui vont avoir à partir du cycle du collège. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que nous, on n'est pas sur cette ligne-là. Et qu'on estime aussi que quand on parle de racisme, on veut parler d'engagement citoyen. Parce que sinon, c'est extrêmement violent. En fait, on explique un système de domination et derrière, on les laisse comme ça. Alors que nous, on finit toujours en disant, mais en fait, vous pouvez vous engager. Et à partir de la 6e, dans leur établissement, ils ont ces espaces d'engagement. Que ce soit les conseils de vie collégienne, que ce soit la semaine d'éducation et d'action contre le racisme. En fait, il y a des petites choses à leur échelle qu'ils peuvent faire. Il y a des très jeunes qui s'engagent ? Ouais, il y a des très jeunes qui s'engagent. Tu avais été à Nice, non, avec un CVC, c'était des petits. Un CVC, c'est un conseil de vie collégienne. Oui, un collège de vie collégienne. Un conseil de vie collégienne. C'était des collégiens, non ? Oui, c'était des collégiens. C'était à Nice, c'était plutôt à côté de Nice, à Grasse. Et c'était un mélange en fait de conseillers, de délégués plutôt, de la 6e jusqu'à la 3e qui se réunissaient et qui voulaient qu'on discute avec eux sur ce que c'était que le racisme et comment est-ce que ça pouvait avoir des conséquences dans la société pour qu'ensuite eux puissent le déployer en tant que projet. Est-ce quand vous leur posez la question sur qu'est-ce que le racisme, est-ce que vous avez une réponse claire ? Est-ce qu'ils ont une notion assez claire de ce qu'est le racisme ou c'est pas si facile que ça Ça va dépendre. On va avoir. Ça donne lieu à de sacrés débats. Oui, ça va dépendre. Il y aura pas mal de surprises parfois. Enfin, on est agréablement surpris de savoir que certains ont justement connaissent et arrivent à expliquer cette notion d'un point de vue idéologique en disant qu'en fait le racisme c'est le fait de concevoir qu'il y aurait des races avec une hiérarchisation et un système de domination. Et qu'on va passer donc à un racisme qui est plutôt culturel. Et d'autres vont nous parler plutôt en fait des conséquences directement. Ça va être des actes. Ils vont nous dire qu'il y a du racisme quand on parle d'insultes, quand il y a des violences, quand on va parler par exemple dans l'histoire de commerce triangulaire. Donc ils vont nous sortir des éléments, ils vont nous parler d'actes et de choses qui ont pu avoir lieu, sans forcément mettre directement l'explication théorique derrière de ce que c'est. Forcément une dimension historique. Quand on fait un atelier, on essaie de ramener à l'histoire. Nous, on en s'appuie sur l'histoire. On va en parler parce que déjà, c'est des connaissances qu'ils ont. À partir du CM2, c'est des notions qui vont commencer qui sont censées, Et ça les ancre dans quelque chose aussi. On va expliquer forcément. Nous, on fait un petit tour par l'histoire. Selon leur âge, on y passe plus ou moins de temps. Et après, on les réancre dans le présent. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire... C'est quelque chose qui a une conséquence. Et nous, on leur explique que c'est les naturalistes, du coup, de fin des années 1700-1800, qui ont écrit ça. Vraiment pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui a été inventé. Mais du coup, qui a été inventé dans une période, dans un contexte, par rapport à des choses. Ça permet de mieux comprendre aussi, parce que moi, je trouve que c'est toujours un peu difficile quand on a des jeunes. On leur explique ce que c'est, ils nous disent « Mais pourquoi ?» En fait, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Et du coup, si on ne passe pas par l'histoire, il n'y a pas de réponse, ça n'a pas de sens. Le racisme, ça n'a pas de sens, littéralement. Donc, il y a des jeunes qui sont un peu... OK, donc on a compris ce que c'est, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, l'histoire, elle permet de remettre en contexte qu'il y avait des intérêts, qu'en fait, un système de domination, ça donne des privilèges, etc. etc. Donc, ça, c'est important aussi. Et parfois, quand on parle de racisme aussi, bien sûr, c'est ce que disait Désiré, il y en a qui ont des bonnes notions, et puis il y en a qui nous mettent tout dedans. Donc, il y a des choses aussi un peu à extraire. Le racisme, c'est pas tout. C'est pas aussi le sexisme, aussi l'homophobie, aussi le validisme, parce que parfois, il y a des jeunes qui veulent tout nous mettre et qui nous expliquent. C'est quoi le validisme ? C'est la haine envers les personnes qui ne seraient pas valides. Ah oui. Donc, ou la handiphobie. Voilà. Mais du coup, l'idée, c'est un peu de faire le tri entre ces différentes dynamiques de haine. On leur explique que c'est pas parce qu'il y a des mots différents que c'est moins grave ou que c'est pas grave. Juste que le racisme, c'est ça, le sexisme, c'est autre chose, etc. Oui, pardon, on parlait tout à l'heure de la notion racisée, le mot. Et précisément, on dit aussi qu'en fait, on le sait, il n'y a pas de race, des ethnies, des origines. Pourquoi c'est pas grave de dire racisé ? C'est dans le sens où, en fait, la notion de racisé vient dire, le regard que les autres peuvent porter sur nous. En fait, c'est que les personnes qui ont des idées ou des préjugés racistes vont porter sur nous un autre regard qui relève en fait du racisme. Et donc en fait c'est en réponse à ça qu'en fait on s'identifie comme étant racisé. Ok. Après ça c'est un mot plutôt militant. Oui. C'est pas un mot pédagogique qu'on utilise en classe. C'est une sphère plus militante. Et y a c'est connoté on va dire. Voilà. Et il y a des militants qui l'utilisent, il y a des militants qui l'utilisent pas. Ça dépend. C'est débattu. C'est ça. Si tu veux avoir 3 heures de débat, tu dis un mot racisé et c'est parti. Voilà. Est-ce qu'on parle crûment ? Est-ce qu'on parle franchement, justement Oui. Avec les jeunes, on peut se permettre d'avoir un débat franc ? Oui.
C'est ce qu'on leur demande. Oui. On pose des questions très clairement. Qu'est-ce que c'est d'être noir en France, d'être arabe en France, d'être blanc en France, Ils le savent. d'être chrétien, juif, musulman? Oui. Justement, nos ateliers, on essaye de faire en sorte que ça soit vraiment un temps d'échange, un espace d'échange où la parole peut se libérer parce que ce sont des questions en fait qui les traversent et à l'école ils n'ont pas le temps ou la possibilité d'en parler directement. Et là, quand on fait nos ateliers, c'est ça le problème. Quand on fait nos ateliers, de couper, Désiré, mais une semaine c'est très court et vous-même vous avez dit tous les deux en mode binôme que vous devez vous aller un petit peu partout. En France, vous n'avez pas le temps d'être partout, même s'il y a aussi bon nombre d'autres militants et bénévoles au sein d'SOS Racisme, mais on se dit quand même tout bêtement qu'il faudrait faire ça, le cours d'éducation civique, j'imagine qu'il devrait faire ça, et il devrait faire ça tout au long de l'année. Nous, ce qu'on demande, c'est que les professeurs soient formés. Parce que, en fait, c'est pas. Mais ils ont peur peut-être. Peut-être que c'est très délicat en ce moment, vu le climat. Oui, mais ils ont peur parce qu'ils savent pas en parler. À partir du moment où vous savez en parler, à partir du moment où vous avez les outils pédagogiques pour expliquer, pour répondre aux questions, en fait, vous pouvez en parler avec les jeunes. Les professeurs, malheureusement. C'est pas une pression, même si le prof est formé, vu le climat actuel, de se dire. Mais parce qu'ils ont peur de leurs élèves. Et c'est ça qui est compliqué. Après, nous, on n'est pas dans une posture de professeur. Donc, on a cet avantage qui fait que ça libère des paroles. On n'est pas dans une posture d'autorité, vous représentez etc. pas l'autorité. Exactement. Donc, Le ça prof est là, d'ailleurs. Oui, généralement, de la salle. on fait au sein de la salle. Pour des questions légales. Mais ils sont au fond de la salle, mais ils prennent pas part. C'est ce qu'on leur demande, parce que forcément, s'ils commencent à exprimer leur avis, ça va influencer les jeunes ou ça va bloquer certains s'ils sont pas d'accord, etc. Donc ça, on fait attention. Mais bien sûr qu'on peut en parler. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est que pendant ce moment-là, on les laisse dire ce qu'ils ont à dire. Parfois, il y a des paroles qui sortent du cadre. Oui. Parce qu'en fait, on leur a demandé de s'exprimer. On l'explique. En fait, ça, c'est pas possible. Ça, en dehors de ce cadre... C'est comme ça que ça se passe une séance. D'abord, En fait, on va leur poser des questions. Au début de la séance, on leur explique. Voilà, on va parler de plein de choses. Vous n'allez pas être d'accord. On va vous demander de vous respecter. Nous, on est capable d'entendre. Par contre, attention, si ça dépasse, on va vous le dire. Et une fois que les 2 heures sont finies, tout ce qu'on vous a dit qui dépassait, c'est interdit. C'est pas possible. Mais s'ils le disent pas à ce moment-là, mais en fait, ils vont le dire ailleurs. Si personne leur a dit ils vont que le dire c'était pas ailleurs, possible. ils vont le dire dans la cour et de manière plus violente et il va y avoir des sanctions. Et donc, c'est pour ça que justement, c'est assez nécessaire de mettre en fait un cadre bienveillant et un cadre en fait où ils peuvent échanger et avoir la parole qui se libère facilement. Les guerres sont évoquées. Est-ce que les guerres sont évoquées? Oui. Forcément. Oui, parce que dès l'instant où on va revenir sur l'aspect historique, par exemple, quand on va parler de la question du racisme et des discriminations, on va prendre dans les conséquences historiques, on va parler donc des génocides. Et donc oui, à des moments, en fait, les guerres vont revenir. Oui. Quel est le rôle de l'histoire avec un grand H dans les apprentissages, justement Il est fondamental s'il est bien expliqué. Moi, j'aurais envie de dire ça. Je pense qu'on a encore du travail à faire. Les profs d'histoire qui vous contactent, vous, Oui. ce racisme, pour intervenir? Beaucoup. C'est bien souvent des profs d'histoire? Souvent les profs d'histoire, profs d'anglais. Français. Français aussi? Français, anglais, histoire, EMC. EMT aussi. EMC. EMC, l'éducation civique et morale. Oui, c'est ça. C'est les profs qui nous contactent le plus souvent. Mais oui, c'est important. Après, nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait des programmes qui avancent, qui aillent plus dans certains détails, notamment sur les histoires de colonisation. Parce qu'en fait, les jeunes, ils ont des connaissances. Mais ça se passe pas individuellement à l'échelle des professeurs d'histoire. C'est au-dessus, parce que je pense qu'il y a même les profs d'histoire eux-mêmes ne sont pas forcément raccords les uns avec les autres. Mais c'est bien ça le problème, parce qu'on rencontre des professeurs d'histoire qui sont géniaux, qui vont leur faire des cours top, où en fait il y a des jeunes qui savent plein de choses et qui du coup sont bien plus au fait sur ce que c'est le racisme, sur ce que c'est notamment le racisme culturel, avec toutes les histoires de missions civilisatrices. Et il y a des profs où on voit clairement où est-ce qu'ils se tiennent et où les jeunes n'en ont jamais entendu parler. Et c'est problématique. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et la loupe, c'est avec Alix, je vous disais. Tu nous présentes la compagnie Le Trimaran, basée dans le Tarn. Elle propose des spectacles éducatifs pour sensibiliser les jeunes aux discriminations. Oui, c'est une sorte de théâtre social. Le Trimaran a été fondé en 1993 par Stéphane Tournu-Roman, avec l'ambition de faire une prévention différente. Ce qui distingue particulièrement le Trimaran, c'est qu'en plus des comédiens professionnels, elle implique également les jeunes des lieux visités par la compagnie. Depuis 1994, on s'en doute, un paquet de spectacles a vu le jour, dont le dernier en date a été présenté en Ariège dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Flore Brouet fait partie de la troupe, elle nous en dit plus.
Notre spectacle se déroule en 2 parties. Une première partie où on est 3 à 4 comédiens, comédiennes à interpréter un texte pour poser les bases de la thématique et des discussions qui vont avoir lieu après. Et la deuxième partie où on met à contribution les jeunes, donc qui est très très interactive. Donc on monte avec eux des petites scénettes qui mettent en situation des moments de discrimination. Et ensuite on débat et on déconstruit un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est un super outil pour sensibiliser les jeunes aux différentes discriminations et aux violences de manière générale, parce qu'on utilise pas mal le biais de l'humour pour pouvoir un peu désamorcer plein de choses et pouvoir en discuter plus facilement derrière. Le sport est aussi un super outil, donc voilà, on se base énormément sur plein d'exemples sportifs, etc. On apporte également beaucoup de connaissances, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des discriminations sont liées à une méconnaissance des sujets et le rejet bien souvent de là, la peur aussi, etc. Et voilà, donc c'est des temps d'échange, de discussion, où on essaye de désamorcer pas mal de problématiques, de libérer la parole et de pouvoir avoir des échanges constructifs pour apprendre la tolérance et le vivre ensemble. Et ces spectacles, ils combinent des scénettes, des exemples historiques, des anecdotes sportives et des situations concrètes. L'objectif est de susciter chez les jeunes une prise de conscience quant aux actes discriminatoires, aux insultes, et aussi qu'ils réalisent l'impact des mots. Au-delà de la lutte contre le racisme, la compagnie intervient aussi sur des sujets tels que l'homophobie, les addictions ou encore le sexisme. L'art, c'est un bon moyen pour sensibiliser ? Ouais. Nous, on a un des axes auxquels on croit très fort chez SOS Racisme, c'est la culture. Parce qu'en fait, la culture, ça rassemble. Quand dans l'ADN de SOS Racisme, on a aussi été connu justement pour ces grands moments de culture. Les concerts, les expositions, enfin les concerts des potes, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'antiracisme. Donc nous, on y croit. Chez SOS, on a des expositions, notamment, qu'on met à disposition des établissements gratuitement. Et on va essayer de pousser vers ces moments de partage. Parce que on a souvent l'impression que être antiraciste, c'est toujours être dans la réponse, de faire un peu la gueule, parce qu'en fait, c'est compliqué. Et nous, on veut aussi expliquer que nous, on soutient un projet de vivre ensemble. Il faut montrer que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien, et on sait très bien le faire. Donc la culture, l'art, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir militant ? Comment dire, je suis né au Congo. Les questions dures, c'est toujours pour toi, Désiré. Je suis né au Congo. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et en arrivant en France, je prends conscience qu'en fait, de ce que c'est qu'être noir. Et par des insultes, des comportements différents. Et ça crée en fait de la colère. Très jeune déjà ? Oui. À 10 ans. À 10 ans et oui. Dans la foulée ? À 10 ans, dans la foulée, à l'école, on me traitait de singe. Dans la rue, je voyais des personnes qui, pendant qu'elles faisaient leurs courses, changeaient de trottoir et elles finissaient par fermer leur porte-à-clés de leur voiture pour décharger. Et une fois que j'étais passé, elles rouvraient la porte. Ou dans des recherches d'appartements, j'avais des propos qui étaient tenus en fait par les propriétaires d'appartements qui justement me faisait comprendre que c'était pas ma place et que j'étais habitué à avoir des appartements HLM et que, plein de choses de ce genre-là qui créaient de la colère et qui faisaient que quand c'était au collège ou au lycée, je me bagarrais et au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre déjà d'où ça pouvait venir. Comprenant ce que c'était que le racisme, j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire. On fait comment pour comprendre ? On lit ? On regarde des documentaires et on discute avec les gens et aussi en 2019, parce que j'ai parlé de 2019, c'est qu'il y a eu une personne qui s'est fait tuer dans la ville dans laquelle j'ai grandi, à Rouen, qui s'appelait Mamoudou Bari. Et la famille a organisé des marches, des manifestations, et donc j'y ai pris part, en soutien à la famille. Et l'association qui accompagnait justement la famille, c'était SOS Racisme. C'est comme ça que je suis devenue militant, on va dire. Comment tu es devenue militante ? Moi, ça a commencé quand j'étais étudiante. J'étais étudiante à Roubaix. Et en fait, à côté de mes études, j'étais bénévole dans les centres sociaux des quartiers. D'accord. Et du coup, j'étais animatrice, ça fait très longtemps que je travaille avec les jeunes. D'accord. Et j'étais animatrice avec des groupes de petits, 10-12 ans. Et dans mes groupes, il y avait des jeunes qui subissaient du racisme. Mais à plusieurs niveaux, soit des insultes entre jeunes, mais aussi des adultes. D'accord. Et en fait, ça m'a tout de suite marquée. Et à part gérer des situations individuelles, je trouvais que mes responsables, les personnes qui pouvaient faire quelque chose, c'était pas vraiment un problème. C'était très banalisé.
Après, moi, j'ai fait une année de césure dans mes études et je suis partie travailler avec les mineurs non accompagnés dans un camp de réfugiés sur l'île de Chios, à la frontière avec la Turquie. Et là, j'ai pu être témoin de racisme extrêmement violent, physique, mais aussi administratif. Littéralement, on parque des êtres humains comme si ça n'en était pas, alors qu'ils viennent demander une protection. Et moi, je travaillais avec des mineurs qui étaient là tout seuls, du coup, des mineurs non accompagnés, pendant presque 1 an. Et quand je suis rentrée, je peux vous dire que j'étais extrêmement en colère. Parce que la frontière grecque, c'est aussi la frontière française. Et ce pays des droits de l'homme dans lequel j'ai été éduquée, etc. Moi, je suis blanche, donc je ne l'ai pas subi. Mais j'ai des proches qui l'ont subi. Et là, c'est encore une claque supplémentaire de dire... pourquoi est-ce qu'on s'en fiche, en fait? Tu as le sentiment que la France, quelque part, ne prend pas sa part dans ce dossier des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés? Oui. Mais notamment à Paris, sans aller en Grèce. Si vous parlez des mineurs non accompagnés à Paris, qui sont tous les nuits délogés, à qui on va lacérer les tentes, qu'on va harceler... alors qu'on a les capacités, en fait, de les accueillir. C'est des mineurs auxquels on a refusé la minorité, auxquels on remet en cause leur minorité et en fait auxquels on les laisse dans un sorte de limbo juridique où en fait vous n'êtes pas adulte, vous n'êtes pas enfant. Du coup, il n'y a pas de solution pour vous. Et ça, c'est vraiment insoutenable. Et en fait, on voit qu'on a la capacité de le faire et que quand ce sont des demandeurs d'asile blancs, on l'a vu avec la crise ukrainienne, eh ben, on ne les traite pas de la même manière. D'un coup, et on est très content que les enfants ukrainiens aient été à l'école. On est ravis. Mais en fait, on demande la même chose pour tout le monde. Et moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée, du coup, à militer contre le racisme. Et du coup, vous répondez quoi à ceux qui vous disent que ces vagues migratoires, elles ne font que commencer, elles vont s'accentuer semaine après semaine, mois après mois? Semaine après semaine, mois après mois, peut-être. C'est au cœur du débat en ce moment. Je pose la question, vous le savez. Oui. Et ça doit arriver même dans la bouche de certains jeunes que vous croisez. La question de la migration, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel, en fait. De tout temps, l'homme a bougé et même les animaux migrent aussi parce que justement, il y a la volonté, non seulement, en fait, on migre pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, pour des raisons politiques. Et en fait, il ne s'agit pas en fait de mettre une étiquette sur les personnes immigrées comme si en fait ils ne faisaient plus partie de l'humanité. Et c'est ce qui se fait en fait quand on désigne une certaine catégorie de la population parce qu'elle est de telle origine ou qu'elle a telle couleur de peau. Ben on va la désigner, on va la stigmatiser comme étant un envahisseur. Et quand il va s'agir d'une autre partie de la population, on ne va pas la considérer de la même manière. On va considérer qu'en fait elles ont une culture commune avec la nôtre, alors que potentiellement même les autres qui viennent d'Afrique ont une culture partagée, étant donné qu'il y a eu quand même une histoire commune qui est à un certain moment. Est-ce qu'il y a des pays, d'après vous, qu'il faut copier justement en matière d'éducation à la différence ou qui vous pas inspire forcément? J'aurais pas forcément d'idée en tête. Nous, ce qu'on explique souvent, parce qu'on nous a déjà posé la question, SOS Racisme, est-ce que vous allez travailler à l'étranger? L'histoire du racisme, elle est très nationale, parce qu'en fait, elle est ancrée dans une histoire, dans l'histoire du pays, et dans la manière aussi dont le pays avance. Dans les pays anglo-saxons, on ne traite pas le racisme de la même manière qu'en France. Il y a beaucoup de jeunes qui disent oui, mais dans d'autres pays, ils utilisent le mot race, justement, etc., en anglais notamment, mais en France, non. Il y a des tabous sur le racisme. En France, oui, mais dans les années aux États-Unis, c'est beaucoup plus 60, décomplexé, on trouvait dans le dictionnaire, effectivement, il y a plusieurs races. Bon, maintenant, c'était corrigé, mais... Exactement. Mais en fait, du coup, on a une histoire qui n'est pas du tout la même que les autres pays. Et du coup, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et du coup, on ne voit pas forcément ce que les autres peuvent faire. Il y a toujours l'exemple des pays du nord de l'Europe qui font beaucoup de travail, notamment sur les émotions, sur l'acceptation, sur la tolérance, etc. Mais sans même aller voir à l'étranger, moi, je trouve qu'il faut qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national, parce que c'est une histoire qui est très propre à la France. Et que si, par exemple, au Royaume-Uni, ils faisaient un truc génial, je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait en France. Parce qu'on n'a pas les mêmes procédés, on ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas la même histoire coloniale, ce n'est pas les mêmes préjugés, du coup, aussi, qui nous traversent. Donc, on est sur une problématique très franco-française et il faut qu'on soit à la hauteur, en fait. Merci à tous les deux. Merci à Julie et merci à Désiré d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler effectivement de racisme et d'antisémitisme. Et un grand merci à toi, ma chère... Patricia. Oui, Christine, pourquoi pas. Ma chère Alix. Oui, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est un sujet effectivement ô combien intéressant, impactant forcément. Désolé ma chère Alix. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de School TV Le Break.